La vérité devient plus claire lorsque nous examinons simplement notre système bancaire actuel. Selon un rapport intitulé « Les directeurs de la Réserve fédérale, une étude de l'influence sur les banques d'affaires menée par le Comité sur les courants bancaires, le logement, la Chambre des représentants en août 1976 », il a été conclu que tous les grands cartels bancaires financiers des États-Unis sont tous des filiales de la London Bank d'Angleterre. En d'autres termes, la banque Lehman Rothschild possède toutes les grandes banques des États-Unis. Cette liste comprend Lehman Brothers et Morgan Stanley récemment dissous à cause de la crise économique créée, la National City Bank, Chase Manhattan et bien d'autres. Chaque fois qu'un contribuable paye un impôt, il transfère son travail à la reine d'Angleterre et à ses héritiers. Qui sont ces héritiers, me direz-vous? Tous vos présidents et hauts fonctionnaires qui sont liés par le sang à l'aristocratie, ils sont appelés communément les esquires. Un esquire est défini comme un homme appartenant à l'ordre supérieur de la noblesse anglaise, se situant immédiatement en dessous d'un chevalier. Pour représenter la couronne, des esquires ou des avocats ont été utilisés pour gérer le processus légal d'infiltration des Amériques. Ces esquires maintiennent des positions de pouvoir et continuent ainsi à exercer un contrôle par le biais du droit de l'amirauté britannique. La plupart d'entre nous avons entendu parler de Benjamin Franklin, de John Adams et de leur première contribution aux États-Unis. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Benjamin Franklin, John Adams et John Jay étaient tous des esquires de la couronne. Ils ont négocié le traité de paix de Paris de 1783 au nom des États-Unis. Cela devient plus clair maintenant, alors que le traité semble s'aligner en faveur des Britanniques, même s'ils ont soi-disant perdu la guerre. Le traité de paix de Paris n'a pas donné à l'Amérique le titre de propriété des terres, les possessions du roi en Amérique étant protégées par des chartes d'entreprise. Benjamin Franklin a visité l'Angleterre et la France à de nombreuses reprises pendant la guerre d'indépendance. Une fois de plus, les Britanniques sont passés du contrôle des 13 colonies à un contrôle secret. Après la guerre de sécession, les États-Unis sont financièrement affaiblis. À court de ressources et toujours en train de lutter pour reconstruire le pays, l'Amérique avait besoin d'argent. Les banquiers internationaux étaient là pour nous prêter tout ce dont nous avions besoin. En 1871, le Congrès pouvait traiter avec les banquiers Rothschild pour contracter une dette qui permettait la mise en place d'un nouveau gouvernement contrôlé par les intérêts de l'argent étranger. En vertu de l'acte législatif du 21 février 1871, le gouvernement des États-Unis s'est constitué en entreprise commerciale pour faire des affaires dans un but lucratif. Cela signifie que les États-Unis d'Amérique sont passés du statut de pays à celui d'entreprise. Ce que vous devez comprendre, c'est que cela a changé tout le processus de fonctionnement de notre gouvernement et son objectif global en tant qu'entreprise. Cet acte législatif de 1871 a désigné le District of Columbia sous une forme de gouvernement séparé avec une juridiction distincte du reste des États de l'Union. Avec les États-Unis d'Amérique désormais constitués en entreprise commerciale, le pays peut emprunter d'énormes sommes d'argent auprès des banquiers internationaux. La dette était finalement si élevée qu'entre 1933 et 62 ans plus tard, les États-Unis devaient déposer une demande d'adhésion au chapitre 11. En raison de la législation, la loi du 21 février 1871, Washington D.C. n'est pas un État, mais une juridiction appelée District of Columbia. La preuve de ce fait se trouve dans le 41e Congrès, session 3, chapitre 62, 1871, où l'on peut lire « Loi visant à fournir un gouvernement pour le District of Columbia », édictée par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis et le Congrès réunis. Toute la partie du territoire des États-Unis comprise dans les limites du District of Columbia est créée en un gouvernement du nom de District of Columbia, nom par lequel est constituée une personne morale à des fins municipales et peut être contractée et être contractée avec poursuite et être poursuivie en justice.
En bref, les 50 États sont séparés des terres juridictionnelles du district de Columbia. Ce district est une société appelée États-Unis d'Amérique. Contrairement à ce qu'on vous a enseigné à l'école, les États-Unis ne sont pas un pays. C'est une entreprise comme IBM, General Motors ou Microsoft. Cette société a la compétence légale pour faire des affaires et créer des franchises. Considérez les 50 autres États comme des franchises pour la société mère, les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi nous avons un président et non un roi ou une reine. Seuls les rois ou les reines peuvent gouverner un pays. Légalement, un président ne peut pas régner sur un pays, mais peut prendre des décisions au nom du roi ou de la reine. C'est le cas des États-Unis, c'est exactement ce que fait notre président. Les pays n'ont pas de président, ce sont les entreprises qui en ont un. Chaque fois que le président est présenté, on peut l'appeler le président des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas différent de General Motors de Détroit ou de Sears and Roebuck de Chicago. Ces descriptions font référence à des entreprises qui résident dans une zone juridictionnelle spécifique. Dans le volume 20, Corpus Juris Secundum 1785, il est dit « Le gouvernement des États-Unis est une société étrangère par rapport à un État. Chacun des 50 États est étranger à l'autre. C'est pourquoi vous pouvez jouer à Las Vegas dans le Nevada, mais pas dans l'Utah. C'est également la raison pour laquelle les personnes qui commettent des crimes dans un État et qui fuient vers un autre sont extradées vers l'État où le crime a été commis. En effet, en vertu de la loi, l'État où le crime a été commis est le seul à avoir une autorité juridictionnelle. En vertu du droit des affaires, toute société doit avoir un président, un secrétaire au Trésor, etc. Notre président est le président des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas le président de l'Amérique. Ce concept peut être quelque peu déroutant, d'autant plus que l'Amérique et les États-Unis sont constamment vendus au public comme existant dans la même zone juridictionnelle sur la carte. Le seul lien que les 50 États ont à la société américaine est à nouveau, soit par contrat ou par un accord de franchise. Une partie de cet accord de franchise est désignée par le statut des personnes qui se sont dites citoyennes. Ce contrat entre les États-Unis d'Amérique et les 50 États distincts est appelé « contrat d'adhésion des citoyens ». Ce contrat d'adhésion est connu sous le nom de 14e amendement, ratifié le 28 juillet 1868. La deuxième partie de la définition de la franchise mentionne qu'il est autorisé à un individu ou à un groupe d'exercer des activités commerciales spécifiques. Ces activités entrent dans une catégorie appelée « commerce interétatique ». L'article 1, section 8, clause 3 de la Constitution des États-Unis est connu sous le nom de clause sur le commerce. Elle stipule que le Congrès a le pouvoir de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les États et avec les tribus indiennes de l'époque. Ce pouvoir est passé sous la tutelle d'un organisme de régulation appelé Commission du commerce interétatique, ou ICC. Chaque fois que vous signez votre nom ou prêtez serment, vous changez de statut. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est de la citoyenneté américaine. En droit, lorsque vous voyez les mots « citoyen américain », cela signifie que vous êtes un citoyen des États-Unis, engagé par un numéro de sécurité sociale de votre certificat de naissance ou par le contrat de franchise de votre État, qui est le contrat d'adhésion au 14e amendement. Il est essentiel que vous compreniez que vous n'êtes pas et ne pouvez pas être un Américain. Un Américain est une personne libre qui n'a pas conclu d'accord contractuel avec la société américaine. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un Américain. Vous êtes légalement un citoyen vivant dans un État étranger. L'autorisation accordée par la société appelée États-Unis d'Amérique peut être liée à 3 domaines principaux de contrat, et nous en avons mentionné 3. Nous avons examiné le 14e amendement et nous nous sommes rendus compte que cet amendement était en fait un contrat.
C'est un contrat d'adhésion entre le gouvernement des États-Unis et les citoyens de ce pays. Pour les Afro-Américains, cela signifie que l'ancien régime de propriété des esclaves, où un homme blanc possédait un esclave sur une plantation, ce régime était supprimé et les propriétaires de ces esclaves transféraient leurs propriétés qui étaient les esclaves au gouvernement des États-Unis en vertu du 14e amendement. Et si vous vous souvenez, quand vous étudiez l'histoire, vous savez que de nombreux États du Sud et ses propriétaires d'esclaves ont été indemnisés pour avoir transféré ces esclaves. Ce qui signifie, pour les Noirs, cela signifie que vous n'êtes pas libre. Vous êtes ce que l'on appelle des émancipés, et une émancipation n'est pas la liberté. L'émancipation est le transfert de propriété d'un propriétaire à un autre. Ce processus n'a rien à voir avec la souveraineté. Un citoyen de la société américaine ou un Américain ne peut pas être souverain parce qu'il ne possède pas la terre ou n'a pas de titre de propriété clair sur la terre. De plus, ces personnes n'ont pas établi une armée pour prendre la terre ou pour créer leur propre terre à l'intérieur des États-Unis.